Bonjour à tous, soyez les bienvenus, que vous ayez la main verte ou pas dans votre émission. Ensemble, c'est mieux. Ce matin, vous l'avez compris, nous parlerons du pouvoir des plantes. Sont-elles les alliés de notre santé et peuvent-elles assainir nos intérieurs? Si oui, comment? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Coup de projecteur ce matin également sur les compagnons du devoir, une école où entraide et solidarité sont les maîtres mots. L'association organise ce week-end ses journées portes ouvertes. 3 sites vous accueillent en Bretagne. Quant à la culture, elle peut rimer avec solidarité, un cœur avec un H pour les Restos du Cœur. C'est l'invitation lancée par Charles Tarot, producteur du spectacle musical Cœur en Cœur, dont la 19e édition se tiendra les 25, 26 et 27 janvier à Saint-Malo. Et puis, nous vous présenterons l'association Patrimoine commun, dont 2 projets sont soumis au vote des Rennais dans le cadre du budget participatif. Enfin, Justine Lemoine nous dira que la mode peut être éthique. Quelles sont les matières à privilégier? Quelles sont les marques engagées dans cette démarche et comment les repérer? Eh bien, réponse avec elle tout à l'heure. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à vous. Je me tourne tout de suite vers Catherine. Vous le savez, elle est comédienne en théâtre d'improvisation. Catherine, vous êtes amenée à apporter votre petit grain de sel tout au long de ces 52 minutes. Bonjour. Qu'attendez-vous d'une émission sur les plantes? J'attends qu'on fasse un peu plus connaissance avec les plantes. Je vous présente Chlorophytum. Regardez comme elle a, en plus de produire de l'oxygène, il paraît qu'elle mange le formaldéhyde, l'ammoniac et tous les solvants qu'il y a dans la maison. Bravo, Chlorophytum, félicitations. Mais j'espère également qu'on te laissera te reposer en voyant peut-être à réduire ces sources de pollution. On va en parler. Mais en tout cas, chapeau ma belle. Allez, je te laisse là. Bienvenue ici. Allez, on la retrouvera tout au long de cette émission. Les plantes sont-elles magiques? Nous posons la question. Ont-elles effectivement de super pouvoirs? Eh bien, nous allons répondre à cette interrogation ce matin en nous intéressant non pas aux plantes qui sont utilisées en médecine ou en cosmétique, mais aux plantes dépolluantes. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, la réponse tout de suite en images. Vous êtes dans le rayon d'une jardinerie à la recherche du ficus idéal quand tout à coup ces 2 mots vous sautent aux yeux. Plante dépolluante. Mais enfin, c'est quoi une plante dépolluante? En ville ou à la campagne, l'air intérieur est de 8 à 10 fois plus pollué que dehors. S'échappant du vernis de votre table basse ou de vos produits ménagers, certaines substances toxiques volent tranquilles dans l'air de votre maison. Le lierre, le ficus ou encore la fougère de Boston peuvent capter ces émanations par leur feuillage et les absorber. En 1969, c'est le docteur Bill Wolverton, biochimiste à la NASA, qui a fait cette découverte en cherchant comment renouveler l'air des capsules spatiales. Trop fort ce Bill. Bon, revenons sur Terre. À moins de transformer votre intérieur en véritable jungle, vous ne passerez pas de l'atmosphère de Bombay à celui d'une île vierge du Pacifique. Le plus efficace reste encore d'aérer votre maison. Mais les végétaux peuvent aussi dépolluer les sols. Anciennes fonderies ou usines à l'abandon, certaines friches industrielles sont toujours contaminées par des métaux lourds. En plantant du miscanthus ou encore des arabètes de LR, on peut débarrasser ces terrains de leurs produits chimiques. Des tournesols ont même été plantés près de la centrale nucléaire de Fukushima. Si l'homme ne préserve pas la nature, au moins les plantes, elles, savent prendre soin de l'homme. Alors voilà, nous allons nous poser toutes ces questions. Abdelhak El Amrani, vous êtes le spécialiste de la dépollution par les plantes en Bretagne. Vous êtes biologiste et vous êtes également enseignant-chercheur à l'université de Rennes. Est-ce qu'elles ont beaucoup à nous apporter, les plantes, finalement, ces plantes? En fait, les plantes, c'est des organismes comme les autres. On les considère comme des organismes sessiles, c'est-à-dire ils ne marchent pas, ils ne bougent pas. Donc, ils ont une capacité assez forte à dégrader tout ce qui est molécules toxiques. Et puis, on en est sûr, ça ou pas? Ou c'est une hypothèse? En fait, dans le laboratoire où je travaille, il y a mon équipe, on est des biologistes moléculaires, donc on n'est pas des jardiniers. Donc, on fait beaucoup d'expérimentations pour montrer ou pas la capacité de ces plantes à dégrader certaines molécules. On a travaillé sur l'atrazine, on a travaillé sur les HAP, par exemple phénanthène. Là, pour nous, c'est du jargon, tout ça. Alors, c'est des molécules toxiques qu'on trouve dans l'environnement. Le formaldéhyde, par exemple, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui provient de tout ce qui est, par exemple, parquet, peinture, ainsi de suite. Et il se trouve que les expérimentations qu'on a faites montrent très clairement que certaines cellules des plantes sont capables de stocker et dégrader certaines molécules organiques. Par exemple, on va encore une fois de plus, peut-être c'est du jargon scientifique, c'est des trichomes
on a de magnifiques photos qui montrent très clairement que ces cellules-là accumulent et probablement dégradent des molécules très toxiques qu'on trouve dans l'environnement. Alors, si on a décidé de s'intéresser aux plantes, c'est parce qu'on nous a sollicité une téléspectatrice, elle s'appelle Naomi, elle nous regarde à Laz dans le Finistère. On va écouter sa question, ce sera à vous d'y répondre. On va l'écouter tout de suite. J'habite à Laz et j'aimerais bien prendre des plantes dépolluantes chez moi, mais je ne sais pas trop où en prendre et je ne sais pas tellement ce que c'est. Alors, que prendre comme plante, c'est ce qu'elle demande, pour son intérieur? Est-ce qu'il y a des plantes à privilégier, lesquelles? Ok, alors il faut mettre les choses à leur juste valeur, parce que, c'est-à-dire pour d'abord parler de plantes dépolluantes, on n'a jamais, à ma connaissance, estimé la quantité que peut absorber ou dégrader une plante. Voilà. Alors, c'est la graisse des interrogations. Voilà. En fait. Voilà. C'est-à-dire, on sait très bien qu'elles accumulent, elles dégradent, mais on ne sait absolument pas à combien la quantité qu'elles dégradent, par exemple, par biomasse. Ça, une chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a une expérience qui a été faite et qui est extrêmement significative, c'est que Biosphère 2, c'est un projet énorme qui a été lancé aux États-Unis, puis après, il y a des projets annexes qui sont venus ensuite. Et on a voulu utiliser les plantes comme des organismes dépolluants dans un environnement confiné. Et on s'est rendu compte qu'à Biosphère 2, la quantité d'oxygène diminuait de manière dramatique. Alors, après, j'ai lu... Vous nous faites peur, là. J'ai lu sur pas mal d'articles que les plantes dégagent l'oxygène. C'est vrai, à la lumière, les plantes dégagent l'oxygène. C'est-à-dire, on a une photolyse de l'eau, mais cette photolyse de l'eau ne peut se faire qu'à la lumière. Lorsqu'il fait nuit, les plantes ne dégagent pas l'oxygène. Mais par contre, tout ce qui est peau, il ne faut pas oublier ce qu'il y a dans le pot. Il y a des micro-organismes qui vivent aussi, qui respirent. Et c'est ce qui s'est produit dans Biosphère 2, c'est que la quantité de microbiome, on peut appeler ça microbiome, les micro-organismes qui sont associés aux racines, produisaient du CO2. Donc, pour mettre une plante à l'intérieur et dire qu'elle dépollue, il faut trouver les choses, les vrais raisonnements pour pouvoir utiliser ou pas. Donc l'équilibre est assez subtil à trouver. Subtil, voilà. Mais par contre, on sait absolument très bien que les plantes sont capables de fixer, de dégrader des molécules organiques polluantes. Par exemple, nous, dans notre laboratoire, on travaille sur le phénanthène. On a des arguments très forts comme quoi les plantes absorbent, soit par la partie aérienne, soit par les racines, ces molécules toxiques. On continuera à parler de ces plantes avec vous un peu plus tard dans cette émission. Catherine, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce que vient de dire Abdelhak El Amrani? Du coup, je suis très déçue, maintenant que je sais qu'elle ne travaille pas la nuit et qu'elle pique tout l'oxygène. Mais oui, ça s'était mentionné, on en a parlé, sur ouvrir les fenêtres aussi peut aider à renouveler aussi l'oxygène. Alors, au minimum 10 minutes par jour, il faut aérer. Et donc, coquine, allez, retourne là. Si vous êtes en recherche d'une formation, d'un diplôme ou donc d'un emploi, eh bien, avez-vous pensé aux Compagnons du Devoir? On va faire plus ample connaissance avec cette association grâce à nos invités, Claire Périgot et Marius Vétier, qui sont sur ce plateau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va d'abord, si vous voulez bien, regarder une petite illustration de l'excellence portée par les Compagnons du Devoir. Nathalie Rossignol et Nicolas Dalaudier sont allés à la rencontre de l'un des vôtres, un ébéniste installé non loin de Dinard. Dans les mains de Jean-Luc Lemonnier, du galucha, un cuir de raie, une matière étonnante qui a inspiré ce meuble. La première idée, c'était de valoriser l'épine dorsale et le graphisme en mettant une sorte de tableau avec ces 20 raies disposées sur la façade pour réinterpréter un cabinet Louis XIII d'époque. Un cabinet habillé d'inox et de citronnier de Ceylan pour le peps de la couleur. De son parcours de compagnon du devoir, Jean-Luc Lemonnier a conservé la précision de techniques traditionnelles très exigeantes. L'ébéniste, dans la lignée de ses illustres prédécesseurs, continue à enrichir le bois de matériaux précieux, le galucha, l'inox et désormais le bronze, comme pour cette pièce née d'un trône de chêne. La première sculpture que j'ai faite, c'est celle-là.
Donc c'est une sorte de banc-coffre double face qu'on peut poser au milieu d'une entrée ou d'un salon et dans lequel nous on a incorporé des grands tiroirs. Du mobilier à la sculpture, de l'ébénisterie à l'œuvre d'art, au fil des ans, le savoir-faire s'est effacé devant la création. Alors, au départ, il y a une idée qui est assez simple, souvent un petit croquis rapide. Du croquis et du principe, j'en sors souvent une petite maquette. Donc là, on est sur un principe de soie, de commode. On va travailler la matière en bronze comme si on avait cassé la matière. Des maquettes en bois, en résine, en sable, des explorations et des milliers d'heures de travail pour faire naître des pièces uniques et luxueuses. En quelques années, Jean-Luc Lemounier s'est constitué une clientèle d'amateurs éclairés, souvent fortunés, et de collectionneurs avant-gardistes. Quand les gens veulent des meubles, je ne vais pas les empêcher, mais c'est vrai que je préfère qu'ils repartent avec l'idée qu'ils achètent une œuvre d'art, quelque chose où moi je me suis exprimé ou quelque chose que j'ai défendu. Souvent c'est une partie aussi de mon histoire qu'ils achètent, c'est-à-dire un souvenir, une identité. Je fais des pièces sur les brise-lames de Saint-Malo, ça représente mon identité, alors quand on expose à l'étranger, ça a une vraie valeur pour moi. Exposées cet été à Monaco et à Londres, ces œuvres vont être présentées dès la fin janvier dans une galerie internationale à Paris. Certaines d'entre elles vont également traverser l'Atlantique, direction New York et Los Angeles. Claire Périgot, vous êtes vous aussi ébéniste, vous êtes également prévôt. Alors prévôt, ça veut dire responsable, on va le préciser pour nos téléspectateurs, d'une maison de compagnons, en l'occurrence celle de Rennes et de Vannes. Les compagnons, on a le sentiment que c'est d'abord un état d'esprit. Vous avez peut-être une petite phrase qui résume un petit peu tout ça, une philosophie ? On peut dire que la grande ligne qui conduit les compagnons et l'association ouvrière des compagnons du devoir et du Tour de France, c'est permettre à chacun et à chacune de s'accomplir dans un esprit d'ouverture et de partage. C'est très joli. Mais c'est concret chez vous. La solidarité, justement, le vivre ensemble, c'est pas un vain mot chez les compagnons. Non, on fonctionne beaucoup en vivant ensemble et en communauté. Et en considérant qu'ensemble, c'est mieux, c'est le cas de le dire. Je ne le fais pas dire. Les compagnons, ce sont 31 métiers dans différentes filières avec un point commun à tous les compagnons, c'est de transformer la matière, c'est ça ? C'est ça. On transforme la matière, peu importe le métier. On a plus de 30 métiers représentés par 6 grandes filières. Alors quelles sont-elles, qu'on soit bien clair ? Ça va être les métiers du bâtiment, les métiers de l'aménagement et de la finition, donc dans les bâtiments, les métiers du vivant, les métiers du goût, les métiers de l'industrie et de la métallurgie et également les métiers des matériaux souples. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec un apprenti, Marius Vétier. Bienvenue. Bonjour, à vous. merci. Vous suivez une formation de prépa métier pour passer un CAP charpentier, c'est bien ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, après le bac dans votre cas, de rejoindre les compagnons ? Alors moi, pendant longtemps, j'ai cherché ce que je voulais faire dans ma vie. Et puis en fait, là où j'habite, j'ai un ami. Alors vous habitez en Polynésie, vous êtes originaire de Polynésie ? C'est ça. J'ai traversé l'Atlantique et le Pacifique pour revenir. Et du coup, oui, j'ai un ami qui a fait cette formation. Et donc, il faisait de la charpente sur mon île. Et du coup, franchement, ça m'a donné envie. J'ai fait des stages métiers avec lui. Et puis, du coup, il m'a dit, si ça te plaît, voilà, fais ça. Et puis, voilà. Alors, je me suis retrouvé ici. C'est que vous êtes loin de votre famille, mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trouvé une autre famille ? Alors, oui, parce qu'en fait, on voit les mêmes personnes tout le temps. On dit, c'est un peu une petite famille, oui, c'est ça. Une grande, même, peut-être. Oui, une grande. Pour Rennes, oui, c'est une grande famille. Combien de compagnons en Bretagne ? Aujourd'hui, c'est quand même conséquent. Le nombre exact, je ne l'aurai pas. Après, le nombre de jeunes résidents qui sont soit sur un parcours d'apprentissage ou de Tour de France dans la maison de Rennes, c'est environ 90 jeunes. Alors, on va faire justement bien la distinction au niveau de la formation, apprentissage, Tour de France. Expliquez-nous un petit peu tous ces termes qui peuvent parfois nous paraître un petit peu abscons pour nous qui ne sommes pas dans ce milieu-là. D'accord. Alors, l'apprentissage, ça va être toute la partie où on apprend un métier, on découvre un métier, on apprend un métier. Il faut quand même faire le choix de ce métier avant de se lancer dans un contrat d'apprentissage qui dure 1 ou 2 ans ou 3 ans en fonction des métiers et en fonction des parcours des jeunes. À la fin de cet apprentissage, on acquiert justement son premier diplôme dans le métier, un CAP ou un bac pro.
Suite à ça, nous, on offre la possibilité aux jeunes de partir sur le Tour de France. Et le Tour de France, c'est un parcours, c'est en fait changer de ville chaque année pour se perfectionner dans son métier. Voilà. D'accord. Donc c'est un circuit à la fois très riche au niveau professionnel, mais aussi au niveau humain, parce qu'on réside dans les maisons de compagnons. Donc il n'y a pas d'appartement ou quoi à chercher à chaque fois. On réside dans les maisons de compagnons entre jeunes. Donc la moyenne d'âge, c'est environ 20-22 ans. Et puis, tout au long de son Tour de France, on continue à se former pour arriver à la fin à s'établir, des fois à ouvrir sa boutique ou à travailler pour une entreprise. Donc une formation qui s'étale du CAP à la licence professionnelle. Oui. Est-ce que, Marius, vous, de votre côté, vous imaginez déjà votre Tour de France? Vous y pensez déjà? Vous savez Ah oui, énormément. Donc moi, ce que je compte faire, je compte finir mon Tour de France. Donc c'est bien 5-6 ans de tour, plus le service au sein de l'association. Donc, et ensuite, je compte bien retourner là d'où je viens pour créer mon entreprise. D'accord. Donc vous avez envie de retourner Oui. chez vous Voilà. et de monter votre propre société. C'est ça. Carrément. C'est exactement C'est ça. ambitieux. À votre âge, vous êtes jeune, c'est courageux. Merci. Claire Périgot, l'apprentissage chez les compagnons s'effectue donc entre 15 et 25 ans à peu près, c'est ce que vous disiez. Et pour toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus, vous organisez ce week-end des journées portes ouvertes. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Dites-nous en plus. D'accord. Au niveau des journées portes ouvertes, donc on est ouvert les 18, 19 et 20 janvier, de 9h à 18h. Le samedi et le dimanche, dans la maison de Rennes, tous les jeunes présents expliqueront leur métier et leur parcours. D'accord. Donc il y aura moyen de leur poser des questions, etc. Mais on aura aussi des ateliers vivants. Donc par exemple, les maçons seront présents, les couvreurs aussi, les charpentiers, les menuisiers et également les métalliers. Voilà. Donc il y aura moyen un peu d'essayer ces différents métiers et de poser des questions aux jeunes sur leur parcours, sur qu'est-ce que c'est qu'un Tour de France, comment vous le vivez ou quoi. Et puis sur le métier aussi, si quelqu'un veut savoir un peu plus sur un métier, il y aura moyen de lui poser des questions. Parfait. Donc 3 maisons sont ouvertes en Bretagne sur ces dates-là, c'est ce que vous dites. Donc Brest, Rennes et Saint-Brieuc, enfin Trégueux. Plus précisément. On a envie de vous demander, est-ce que les jeunes sont quasiment assurés d'un emploi à la sortie du Tour de France? Souvent. Quel pourcentage à peu près Alors, en sortie d'un diplôme chez nous, tous les jeunes qui obtiennent un diplôme, si on prend un pourcentage de combien ont un emploi derrière, on est à plus de 90%. Ah oui. Voilà. Quand même et il y en a plus de 80% des jeunes aussi sont dans le même emploi ou dans la même branche 5 ans après. Donc, beaucoup de réussite, généralement, à l'issue de ce compagnonnage. Des jeunes passionnés et qui ont envie de faire quelque chose. Ouais. Et qui ont une exigence d'excellence, on va dire ça. Ouais. Merci beaucoup, Catherine. Je vous sens bien partie, là, pour entamer. J'allais vous demander, avant de savoir que le Tour de France durait 5 ou 6 ans, j'allais vous demander s'il y avait des contrôle antidopage, mais a priori non, parce que 5 ou 6 ans, est-ce que vous n'envisagez pas plutôt de le faire à vélo? Parce qu'a priori, eux, ils mettent moins d'un mois à le faire. C'est vrai, ça peut être pas mal. C'était la question que j'avais envie de vous poser. Alors, on fait le Tour de France en moyenne 4 ou 5 ans, un parcours. En moyenne. Il y en a en moyenne. Il y en a qui s'y plaisent et qui vont rester plus longtemps, et d'autres qui vont être plus rapides. Ça dépend des métiers, ça dépend des profils, ça dépend des jeunes. Mais on a de Tour de France plus que le nom, parce qu'en fait, actuellement, c'est plutôt le Tour de France et du monde, puisqu'on est présent à l'international dans plus de 50 pays. Oh, ouais, donc ça peut être... On peut continuer le Tour du monde, Marius. Voilà. Donc, on invite chaque jeune durant son parcours à partir à l'international pendant 1 an. Voilà, pour découvrir une autre culture, une autre manière de vivre, une autre manière d'exercer son métier aussi. Et chacun part avec son projet et nous revient grandi. Et c'est financé par qui? Ça s'autofinance. Ça s'autofinance. Parce qu'en fait, sur le Tour de France, les jeunes sont salariés d'entreprises. D'accord. Nous, au niveau des compagnons, on les héberge, on leur fournit de la formation. Et les jeunes travaillent pour une entreprise. Donc, ils sont ouvriers, ils sont indépendants financièrement. Et c'est eux qui montent leur projet pour voyager en France et à l'international. Et ils sont autonomes. Mais merci beaucoup. Marius, vous seriez prêt à essayer de convaincre d'autres jeunes de ce... Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils se lancent dans le compagnonnage?
Pour vous, quels sont les attraits du compagnonnage, les intérêts du compagnonnage ? En fait, on est plongé dans le métier tout le temps. Et puis, si jamais on a envie de s'intéresser à autre chose, les autres sont là pour nous informer de tout ce qu'on veut, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses. Tout le monde vient de partout. Du coup, on peut poser des questions sur tout et rien. Donc il y a beaucoup d'entraide. Oui. On sent cette solidarité entre compagnons. Mais écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler des compagnons du devoir. Vous connaissiez, Abdelhak, les compagnons ? Oui, j'en ai entendu parler. J'ai des amis. Alors, j'aurais posé tout à l'heure une question sur les charpentiers de marine. Je m'intéresse beaucoup aux bateaux. Alors, je pensais qu'il y aurait quelqu'un qu'il connaissait, qui était à Cherbourg, à Brest, qui travaillait dans un chantier de reconstruction de bateaux en bois, mais malheureusement... Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à vous renseigner encore un peu plus sur les charpentiers de marine. On va revenir, si vous le voulez bien, à notre thématique du jour, les plantes. Les jardineries sont de plus en plus nombreuses à proposer des plantes pour assainir l'air de nos maisons et de nos appartements. Eh bien, illustration tout de suite dans une jardinerie de béton en Ille-et-Vilaine. On y retrouve Karl Brozek et son invité. Bonjour Émilie. Bonjour Karl. Nous sommes ici en plein territoire vert, au milieu des plantes, et en particulier ces plantes dépolluantes, ces plantes qui nous font du bien. Nous avons des exemples devant nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces plantes-là ? Tout à fait. Ici, on a un joli anthurium avec une belle fleur, une plante exotique donc, qui va avoir des pouvoirs au niveau de la salle de bain et au niveau des cuisines. Donc, une cuisine, une salle de bain, on n'hésite pas à mettre un anthurium. Qu'est-ce qu'elle fait de particulier ? Et en fait, elle va attraper toutes les petites particules chimiques qu'on va retrouver dans nos produits détergents, également au niveau des produits cosmétiques et aérosols. Donc les cosmétiques, rien que le fait de se maquiller, de prendre sa douche, c'est déjà une pollution et elle va absorber tout ça. Exactement. Très bien. Les autres plantes ici ? On va avoir le calathea et le ficus. Calathea, moi j'aime beaucoup le calathea, rien que le nom me paraît exotique, je voyage déjà, je suis à l'autre bout du monde. Calathea, quel est son pouvoir ? Déjà, il vous fera du bien quand on sera au travail dans les bureaux. Et il aura aussi des pouvoirs, ne serait-ce que pour l'apport en CO2 qu'on a, nous, dans les milieux urbains, et des pouvoirs au niveau des ondes. Des pouvoirs au niveau des ondes, c'est-à-dire Tout les à portables, fait. les télécommandes. Exactement. Elle va absorber tout ça. Tout ça. Oh, merci, petit calathea. Allez, je te garde avec moi. On va regarder la suite des plantes. On va aller en voir d'autres, pourquoi pas. Oui, exactement. On va aller faire le tour. On va retrouver d'autres variétés pour les bureaux également, comme le Dracena, ici, qui aura les mêmes vertus que le calathea. Voilà. C'est-à-dire absorber... Absorber le CO2. Quand on a le chauffage aussi, c'est pas mal d'avoir une plante qui permette de diminuer ce taux-là dans des endroits assez confinés finalement. Et on va avoir également une autre plante, le Sansevieria. Celle qu'on appelle vulgairement la langue de belle-mère. Exactement. Petit coucou à toutes les belles-mères qui nous regardent. C'est ça. Elle demande peu d'entretien, elle. Contrairement peut-être aux belles-mères. Et elle va avoir des vertus en fait par rapport au benzène et toutes les substances qu'on peut retrouver notamment dans la cigarette. Ah, donc si vous êtes fumeur, n'hésitez pas à l'avoir chez vous. Ça ne n'empêche pas d'aérer évidemment, mais ça peut absorber également ce genre de nuisances. D'autres plantes, d'autres exemples ? Le Spathiphyllum, qui est une plante très facile d'entretien, qui apporte beaucoup d'oxygène. L'oxygène. Voilà, et qui va attraper pas mal de particules chimiques dans nos intérieurs. Donc là, valable dans toutes les pièces, on respire un peu mieux grâce à ces plantes-là. Exactement. Très bien. Je voudrais vous présenter aussi d'autres plantes qui sont très intéressantes. Oui. Ne serait-ce que quand on vient emménager dans une maison, on va avoir par exemple le petit palmier nain. Petit palmier nain. Exactement. Hop, on le prend. Quelles sont ses vertus ? Ce petit palmier nain, en fait, il va permettre d'absorber tous les solvants, tout ce qu'on va retrouver dans les peintures finalement, les peintures fraîches, les papiers peints. Donc pour un nouvel appartement, pour une nouvelle maison où ça sent encore la peinture, où on peut se poser la question de savoir si c'est bon ou mauvais pour nous. Quand ça sent, de toute façon, les matériaux, c'est aussi qu'on dégage des particules chimiques. Donc il est bien de pouvoir apporter ces petites plantes qui font partie de la famille des arécapées. Allez, vendu aussi. Et puis stratégie de camouflage, tu me vois plus, c'est très bien aussi ces plantes-là. Voilà. Encore un exemple ? Qu'est-ce qu'on aurait ? Oui, juste derrière vous, Karl. On va avoir les fougères. Les fougères. Alors, elles ont tout simplement, elles aiment être en milieu humide, mais dans les salons également. Dans toutes les pièces aussi, où on va retrouver de la moquette et des textiles.
Très bien. Et des vêtements. Ah, les vêtements aussi, parce que c'est source de... Source aussi, on va poussière, retrouver... tout ce qu'on ramène de l'extérieur. Oui, et puis quand on met des assouplissants, il y a pas mal de particules chimiques dedans. Très bien. Allez, un dernier exemple. En dernier exemple, celui que je pourrais vous citer va être juste un peu plus loin. D'accord. Ici, on va avoir le chlorophytum, en fait. Ah, le chlorophytum. Celle-ci va être idéale pour les chambres, mais également pour les chambres des enfants. Elle va réassainir au niveau du chauffage, elle va réassainir la pièce, en fait. Très bien. Voilà. Et en plus, si on est des petits jardiniers, ça se bouture facilement. Ça se bouture facilement, c'est vrai. Donc pour ceux qui ont la main verte ou pas, ou qui veulent découvrir les vertus de ces plantes-là, en tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Maintenant, on sait ce qu'on va pouvoir mettre dans nos maisons et dans quelle pièce exactement. Alors voilà, plus qu'à aller. Il n'y a plus qu'à aller. Et aller prendre ces jolies plantes qui nous font du bien. Merci. On se sent beaucoup mieux comme ça, impeccable. Merci beaucoup à vous, Karl, et à toutes ces informations pratiques. Si vous nous rejoignez, la dépollution par les plantes, on en parle tout de suite avec Abdelak El Amrani. Après la dépollution de l'air, Abdelak, on va parler de celle des sols. Vous menez à Rennes des recherches en ce sens. Alors vous appelez ça d'un terme encore un peu technique, la phytoremédiation. Vous allez nous vulgariser tout ça. Quelle plante pour quelle pollution finalement alors ? Expliquez-nous un petit peu. OK. Donc, en fait, nous, on est plutôt dans la recherche fondamentale. Donc, on essaie de comprendre les mécanismes physiologiques, moléculaires et génétiques. Alors, on a sorti un certain nombre de gènes, on a déposé un certain nombre de brevets. L'idée, c'est d'optimiser la capacité des plantes à réduire au maximum la pollution de l'environnement. Alors, on a parlé tout à l'heure de la pollution dans l'air. Malheureusement, on n'arrive pas à la quantifier, mais par contre, pour le sol, c'est un peu différent. Voilà. D'accord. Parce qu'on a des outils qui sont relativement clairs, qui nous permettent de dire, voilà, je mets un temps de pollution, je vais abattre combien en temps de temps, ainsi de suite. Donc, alors, des exemples concrets. Par exemple, la pollution au cuivre. Est-ce qu'on a l'arme verte contre la pollution au cuivre ? Alors, ce qu'il faut savoir encore une fois de plus, le cuivre, on ne peut pas le transformer. Il n'y a pas d'organisme qui transforme le cuivre. Donc, la plante va l'absorber, le stocker. Donc, il restera ensuite à travailler sur l'étape suivante. Par contre, il y a d'autres molécules comme le chrome, par exemple. Chrome, en valence 6, il est toxique. Mais lorsqu'il est réduit en valence 3, il est moins toxique. Alors, attendez. Valence, ok, c'est une forme de toxicité. Mais là, faut tout expliquer. C'est une forme de toxicité. Donc, lorsqu'il est en valence 6, il est toxique. Valence 3, moins toxique. Donc, on sait très bien, il y a certaines bactéries, cette fois-ci, qui le font. Alors, on travaille également, pas uniquement sur les plantes, mais sur tout ce qui est autour. C'est ce qu'on appelle le microbiome. Et on s'est rendu compte que plutôt c'est le consortium plantes et les bactéries qui l'entourent. L'association, voilà, tous ensemble qui vont constituer ce qu'on appelle un consortium qui est capable de dégrader beaucoup plus rapidement que si on prend la plante toute seule. Alors, vous avez parlé de molécules métalliques. Par exemple, on a le peuplier, par exemple. C'est une plante qui pousse très, très vite. Le saule, par exemple, c'est aussi des plantes qui poussent très, très vite et qui sont capables de stocker des quantités énormes de polluants tels que les ions métalliques. Alors, on peut aussi dépolluer les eaux usées avec des plantes. C'est une question. Peut-on aussi dépolluer On a des arguments qui sont très, très forts là-dedans. Je sais très bien, j'étais en Chine. Et là-bas, il y a un gros problème de pollution des rivières. Et ce qu'on fait, on utilise ce qu'on appelle des jardins filtrants. Les jardins filtrants. Voilà. Et c'est sincèrement spectaculaire dans le sens où on récupère l'eau des rivières qui est très, très sombre. C'est-à-dire il y a des molécules toxiques, mais il y a aussi des particules. On passe ça dans des filtres végétalisés. L'eau qu'on récupère à la fin est limpide. Incroyable. Après, c'est en fait... Est-ce qu'on peut imaginer que ça se fasse à l'échelle d'une ville, par exemple, comme Rennes ? Est-ce qu'on pourrait traiter les eaux usées avec des plantes à l'échelle d'une ville comme Rennes ? Ou pas ? Ou c'est vraiment par contre trop demandé ? C'est-à-dire qu'il y a une certaine proportionnalité qu'il faut garder. C'est-à-dire, on sait très bien, il y a 1 mètre carré, combien il va dépolluer de litres.
Et à ce moment-là, on décline ça sur le nombre d'habitants, ainsi de suite. Donc, je sais très bien qu'en France, il y a des projets qui ont été faits ici en Bretagne. On essaye de gérer les eaux usées de villages où il y a beaucoup de monde. Des petites communes. Voilà, des petites communes. On a travaillé sur un projet en Algérie et on a démontré clairement sur 7 ans qu'on est capable de gérer les eaux usées d'une petite commune d'une manière assez économique et assez écologique, en fait. Bah écoutez, merci beaucoup. On apprend des choses. Catherine, vous saviez ça ? Non, à cette échelle-là, non, c'est impressionnant. Oui. Et je ne savais pas non plus que les vêtements étaient polluants, que le maquillage était polluant, que les douches étaient polluantes. Et je crois que je vais arrêter de me laver et de m'habiller aussi. Bah écoutez, très bien. Et ça, c'est vraiment pour lutter contre la pollution. Merci Abdelhak, merci Marius et merci Claire, merci à tous les trois. On va s'intéresser maintenant, si vous le voulez bien, au Resto du Cœur du grand pays de Brocéliande. Ils proposent durant l'hiver des ateliers cuisine, des cours destinés à leurs bénéficiaires. Objectif, mieux manger et moins gaspiller en cuisinant des légumes locaux et de saison. C'est un reportage signé Catherine Carlier et Christophe Rousseau. C'est la grande préparation des rayons au Resto du Cœur de Montfort-sur-Meux. Les bénévoles organisent la distribution de fin de semaine. Les marchandises ont été données par une dizaine de grandes surfaces aux alentours. Beaucoup de plats préparés et de conserves, mais aussi des légumes de saison. Ça tombe bien. Dominique, qui anime l'atelier cuisine, va pouvoir choisir ses produits. En voyant les légumes, ça me donne des idées. Et puis, je vais aussi faire participer les petites dames qui sont là, parce qu'à elles aussi de trouver les idées. Puisque quand elles viennent ici faire leurs courses, il faut qu'elles puissent aussi trouver les idées tout de suite, quoi. Le marché est fait. Avec ce qu'on avait dans les frigos. Voilà. Une fois par mois, ce professeur de cuisine va pendant 2 heures enchaîner les préparations, les trucs, les tours de main. Tombées d'épinards, légumes glacés, gratin dauphinois, les recettes s'enchaînent. Et ça fait une quiche au poireau, en fait. Alors, on peut la laisser nature qu'avec du poireau, mais si on a des restes de viande, eh bien on rajoute ces restes de viande dedans et ça fait un plat complet. Une dizaine de bénéficiaires mettent la main à la pâte, souvent des habitués qui assistent à cet atelier qui a lieu une fois par mois pendant la période hivernale. Je fais plein de recettes chez moi, donc... Ça vous sert, là, cet atelier cuisine ? Oui, ça me sert parce que je vais faire ça à la maison pour que mes enfants y goûtent et je vais inviter des gens aussi pour goûter. Je suis issue d'une famille nombreuse. Voilà, j'ai appris aussi à manger et à cuisiner avec pas grand-chose. Et je trouve ça tellement riche et c'est important aussi de le transmettre. Un atelier cuisine qui est une opération réussie pour les Restos du Cœur. Notre grand objectif, et c'est le premier objectif, c'est de lutter contre le gaspillage. Et ça, on y tient. L'atelier cuisine se termine toujours par le même rituel, car la dégustation et le partage font partie du menu. Les Restos du Cœur, on va en reparler dans quelques instants. Farah Nour, Justine Lemoine et Charles Tarot nous ont rejoints. Charles, bonjour, je me tourne d'abord vers vous. Bonjour. Vous êtes le producteur du spectacle Cœur en Cœur, dont la 19e édition aura lieu les 25, 26 et 27 janvier à Saint-Malo, plus précisément au théâtre L'Hermine de Saint-Servant. Alors on le rappelle, depuis son origine, ce spectacle annuel, il est dirigé par la solidarité. Depuis 19 ans, vous faites un spectacle au profit des Restos du Cœur. En effet, donc ça va faire 19 ans, 19e édition, fin janvier. Ce spectacle, en résumé, c'est un peu le concept des Enfoirés, c'est-à-dire qu'on réunit 25 artistes sur scène, 16 musiciens, 8 chanteurs, et ensuite on réunit des partenaires pour financer le projet, parce que ça coûte un peu d'argent, et on fait venir des spectateurs, et pour que chacun soit contenté, puisqu'il n'y a que 800 places dans le théâtre, on est obligé de faire 3 concerts pour contenter les plus de 2000 personnes qui viennent. Oui, alors qu'au début, c'était un seul spectacle, il y a 19 ans. Exactement, on a commencé avec un spectacle, 300 personnes, 5 musiciens, 5 partenaires, voilà. Et puis 19 ans après, tout s'est multiplié. Et ce superbe rendez-vous au profit des Restos du Cœur a lieu tous les ans fin janvier. Et depuis 19 ans... Combien vous avez récolté ? On a récolté plus de 150 000 €. Ça correspond à combien de repas au resto ? 1 €, un repas. Ah oui, donc 150 000 repas déjà, grâce à vous. Grâce à la solidarité. Voilà, à la solidarité, exactement. Et c'est vrai que c'est super beau à voir, puisque au bout de 19 ans, il y a toujours la même énergie, et comme je disais, mais de la part de chacun, partenaire, spectateur, artiste. Et c'est très beau.
Alors maintenant que vous nous avez mis l'eau à la bouche, je vous propose qu'on regarde un extrait du spectacle de l'an dernier, un véritable show de 2 heures pour les petits et pour les grands. On écoute. One, two, three, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throwing back till I lose count. Eh bien, il y a du peps dans ce spectacle. Alors, quel est le programme de cette année? On a envie de vous demander, du coup. Alors, on va dire que c'est de la chanson grand public. L'idée, c'est que le spectateur qui vient voir le spectacle vient en profit des Restos du Cœur et vient aussi pour s'amuser et reprendre les plus grandes chansons des années 80 aujourd'hui avec les artistes sur scène. Donc, cette année, on va pouvoir entendre aussi bien Christophe Maé que Calogero, que Jane, que même Maître Gims, voilà, il y en a pour tous les goûts, parce que l'idée, c'est ça, c'est pour les petits, les grands, ceux qui préfèrent le rock, la chanson pop, etc. C'est pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et voilà tout ce que vous pouvez entendre. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais il y a plus de 2 heures de spectacle avec voilà, des musiciens en live, des chanteurs live. Voilà. Est-ce qu'il reste des places? Il reste des places le vendredi et le dimanche. Alors, parce que le samedi est pris d'assaut. On a la chance de vendre 1000 places le premier jour d'ouverture de billetterie. Donc ça, c'est tous les ans, c'est la même chose. Donc on est très contents. Et il en reste donc pour le vendredi un petit peu. Le vendredi et le dimanche, à 20h30. À 20h30, exactement. Et le dimanche à 15h. On peut du coup récupérer sur le site ticketmaster.fr tout simplement. Vous récupérez votre place, vous choisissez vos places sur le petit écran et vous pouvez aussi acheter des places à la billetterie sur place au théâtre. Bien entendu. Et donc ça se passe au théâtre L'Hermine à Saint-Servant, commune jouxtée à Saint-Malo. On a tout dit? On a tout dit, le principal. On n'a pas chanté par contre. J'en connais une qui... Oh oui qui était en train de se retenir depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura la chanson Changer les choses, changer les hommes avec des chlorophyteurs? Une chanson sur les plantes dépolluantes? Non? On peut réfléchir. Oui, je pense on s'adapte. On s'adapte. Donc si c'est un défi, vous me lancez, pourquoi pas? Allez, nickel. Elle est capable de venir. Hein. Mon pauvre. Bon, j'en connais 2 qui sont aussi... vous pourriez venir à ce spectacle? Volontiers. Ah oui, regardez, oui. Chanter. Parce que vous, pareil, chanter. Ah oui, si, vous adorez ça. Non, on voulait passer un bon moment, donc chanter, c'est moins intéressant. Bon, on va retrouver tout de suite Farah Nour. Bonjour à vous. Bonjour, vous êtes trésorière de l'association Patrimoine commun, basée à Rennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif de cette association? Oui, volontiers, Laurence. Alors, notre objectif dans cette association est de créer du lien social et de rapprocher les gens autour de valeurs de partage et de transmission. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça vous parle, hein, tous. Oui, c'est vrai que c'est quand même assez d'actualité. Et pour cela, nous développons des projets collaboratifs et participatifs autour de la notion de patrimoine commun, c'est-à-dire accessible à tous. Actuellement, nous avons plusieurs projets en cours concernant notamment le droit, avec notre projet École du droit, mais aussi des projets relatifs à la sensibilisation au patrimoine ou encore l'accès à la culture. Voilà, alors c'est dans ce cadre justement que 2 projets que vous avez déposés ont été retenus dans le cadre du budget participatif de Rennes. Détaillez-nous, si vous voulez bien, ces 2 projets. Alors, le premier, c'est Sculpture bretonne. Oui, en effet. Racontez-nous un petit peu ce que c'est. Ce projet est né du constat que les Rennais souhaitaient rappeler l'identité forte, l'identité bretonne de leur ville. Et on s'est rendu compte, en se baladant, qu'il n'y avait pas vraiment de statue ou de monument sur lequel on pouvait se poser, faire des photos comme on le fait lorsque l'on voyage. C'est pour cela que... Il y a des radis. Ça, par contre, il y en a, on les repère bien. Mais avec une plus faible connotation bretonne, on va dire cela comme ça. Non, on voulait vraiment représenter des statues comme il y a à Nantes, par exemple,
Donc c'est pour cela que ce projet revêt pour nous une certaine importance, puisqu'il est pour les 200 000 Rennais, mais pas que. Il est aussi pour toutes les personnes qui auront la possibilité, la chance de visiter notre charmante ville. Donc notre idée, c'est de créer des statues à taille humaine qui rappellent les symboles de la Bretagne et qui seront placés sur les lieux les plus touristiques, notamment le Parlement de Bretagne ou bien la place Sainte-Anne, puisqu'il y a déjà une sonorité, une ampleur bretonne, puisqu'il y a quand même une architecture, des maisons à colombages, des crêperies qui rappellent la Bretagne. Donc on pensait que c'était des lieux quand même intéressants. Les services de la ville encadreront ce projet, mais c'est eux qui auront le choix définitif quant à leur installation. Alors ce projet, il est accessible sur le site de la Fabrique citoyenne. Et puis il y a un deuxième projet dont vous souhaitiez nous parler, c'est Art pour tous. Oui, également. Racontez-nous celui-ci. Comme je l'ai indiqué précédemment, c'est vrai qu'on souhaite sensibiliser les gens et puis les rapprocher, notamment sur la culture. Et là, l'Art pour tous, c'est de rendre la culture, l'art accessible à tous, gratuitement et en tout endroit surtout. Puisque c'est vrai qu'on souhaiterait sortir l'art un peu des musées et que chaque personne, chaque enfant puisse se promener et voir de belles choses, des beaux mobiliers urbains, comme cela se fait, par exemple, pour citer qu'une ville, Barcelone, avec ses magnifiques bancs, avec toutes ces mosaïques, toutes ces couleurs. Donc le but de notre projet, c'est de créer du mobilier urbain à coût modéré, mais qui puisse être placé dans tout... Voilà, comme cet exemple-là, c'est une banane, c'est assez original. Mais voilà, les Rennais pourront proposer ce type de projet. Et tout ce mobilier, nous souhaiterons qu'il soit placé dans tous les quartiers de Rennes, pour que chaque habitant aussi soit acteur de son quartier, de son environnement, et puisse proposer des projets, participer à la création de ce mobilier. Donc voilà, ce banc magnifique. Ces deux projets vont être soumis au vote des Rennais du 18 janvier au 10 février. Comment ça va se passer de manière très concrète? Comment peut-on faire pour voter? Ces projets sont déjà accessibles sur le site de la Fabrique citoyenne. Donc toutes les personnes peuvent consulter ces projets et pourront voter à partir du 18 janvier jusqu'au 10 février, si je ne dis pas de bêtises, soit sur le site internet ou soit en se rendant directement dans les mairies avec un bulletin papier. Je tiens à rappeler nos numéros de projet. Donc pour les sculptures bretonnes, ce projet porte le numéro 7229 et pour le projet Art pour tous, 7264, si je ne dis pas de bêtises. Et puis il y aura également une présentation publique le 29 janvier, c'est ça, à la Maison des associations de Rennes. Pour celles et ceux qui souhaitent partager, qui souhaitent nous rencontrer pour parler de ce projet, une manifestation, une présentation publique sera faite à la Maison des associations le 29 janvier entre 18h et 20h. Et puis vous recherchez des bénévoles pour participer, pour collaborer à ces projets. Oui, comme je vous l'ai indiqué, c'est vrai que notre association porte des projets collaboratifs et participatifs. Et le but, c'est que les citoyens puissent proposer des dessins, des maquettes. Nous sommes ouverts justement à toute proposition, puisque nous souhaitons que tout le monde soit acteur vraiment de ces projets collaboratifs. Et puis l'association porte bien son nom, Patrimoine commun. Eh bien, on retrouve toutes les informations sur votre site patrimoinecommun.fr. Merci Farah, merci beaucoup. Laurent. Est-ce que vous avez envie de participer les uns et les autres? Lequel vous choisiriez-vous? Plutôt les sculptures ou plutôt les bancs? Moi j'aime bien l'art pour tous, là justement. Oui, et puis c'est ludique en plus. Ouais, c'est sympa ça. C'est intergénérationnel, tout le monde peut participer. Donc oui, ce sont des beaux projets. Exactement. Alors, Justine, vous n'avez pas choisi les bancs, mais cette fois-ci les vêtements à nous présenter. Tout à fait. On va parler avec vous de mode éthique et on vous a tendu la perche un peu avant dans cette émission. Avec la fougère. Puisque Karl nous a dit que les vêtements polluaient et comment peut-on faire pour justement avoir une démarche responsable quand on achète des vêtements? Alors déjà, nous, on va s'intéresser effectivement aujourd'hui à la mode éthique. D'abord, on va définir ce que c'est la mode éthique. Exactement. On va définir la mode éthique et ce que c'est effectivement la mode éthique, autrement appelée aussi la mode durable, qui est inspirée par le commerce équitable avec deux facteurs importants, environnemental et social. L'objectif en fait est de créer une alternative à la fast fashion que les grandes anciennes en fait nous proposent au quotidien.
Ça veut dire consommer des nouveaux vêtements alors que Exactement, on n'est pas obligé. exactement. On n'est pas obligé de consommer. Mais c'est important en fait de reprendre un peu les bases aussi. Et j'avais envie de vous poser une petite question. Par exemple, savez-vous combien faut-il d'eau en fait pour fabriquer un coton, un simple t-shirt en coton ou un jean? Est-ce que vous savez à peu près? C'est une très bonne question. Aucune idée. 40 litres. Normalement, 50. on doit avoir un petit schéma, mais effectivement, on le voit tout de suite, voilà, ce petit schéma. exactement. Il faut 2495 litres pour fabriquer un simple t-shirt et 8000 litres pour fabriquer un jean. Oui, c'est très impressionnant. Vous avez raison, Catherine, de vouloir vous délaisser de vos vêtements et de. Oui, mais je pense que c'était une très bonne solution, effectivement. Tous tout nus. Mais il est essentiel. D'autres solutions, en fait. Il y a peut-être d'autres Je vais vous en solutions. donner, hein, comme ça, on va aller d'abord restons habillés un petit peu. Mais il est vraiment essentiel en fait de changer notre façon de consommer en favorisant peut-être plutôt la qualité au lieu de la quantité et se défaire en fait des 52 collections que nous propose en général le prêt-à-porter et les grandes enseignes. C'est important parce qu'il faut savoir quand même, j'aime bien moi donner ces chiffres aussi, que c'est 470 000 tonnes aujourd'hui, chaque année, de vêtements qu'on jette en France. Et il faut savoir que l'industrie de la mode, c'est quand même la deuxième industrie la plus polluante après le pétrole. Alors comment faire? Vous allez nous donner des astuces pour se lancer dans cette mode éthique ou en tout cas adopter de bonnes attitudes. Exactement. En tous les cas, essayer. Donc déjà, réduire sa consommation. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Essayer d'acheter un petit peu moins, mais encore une fois, mieux. Ensuite, c'est peut-être faire avec ce que vous avez, en réduisant, en triant un peu votre dressing, parce qu'il faut savoir que nous mettons que 20% de notre dressing 80% du temps, et donc tout le reste là que nous mettons pas, est-ce qu'il n'est pas mieux de le trier et de pouvoir vraiment porter les vêtements qu'on aime et de les porter plus régulièrement. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois que c'est trié, ne pas hésiter à vendre justement ces vêtements sur des applications comme Vinted ou Le Bon Coin et permettre justement d'avoir une durée de vie un peu plus longue pour nos vêtements au lieu de les jeter. Ou les dépôts-ventes également. Également les dépôts-ventes, tout à fait, surtout qu'en plus il y en a partout en ce moment, donc ne pas hésiter à déposer ça en dépôt-vente. Il y a possibilité aussi de donner à des associations telles que Emmaüs ou le Secours Populaire. C'est en plus une bonne action et c'est important parce qu'ils ont toujours besoin de vêtements. Donc ne pas hésiter à avoir ce réflexe-là de donner. Ou le relais également. Exactement, le relais aussi. Ce qui est assez facile avec le relais parce qu'il y en a à peu près dans toutes les communes. Un peu partout, voilà. Exactement, exactement. Il y a aussi la possibilité maintenant de louer ces vêtements sur des sites spécialisés aussi, où soit vous proposez des vêtements ou vous louez les vôtres. Et c'est assez rigolo, c'est des sites novateurs mais qui, je pense, vont faire leur place parce que c'est un nouveau concept très, très chouette. Et la dernière petite chose, c'est Jobcycle. Alors ça, c'est un mot un peu différent. C'est Jobcycle, en fait, c'est tout simplement, avec les vêtements que vous avez, vous allez pouvoir changer. C'est-à-dire une robe, la passer en t-shirt, une jupe, en faire un coussin. Donc il faut quelques notions de couture, certes, mais ça peut être une bonne résolution pour cette nouvelle année. Donc c'est transformé. C'est transformé, exactement. On a envie de vous poser une question, Justine. Est-ce qu'il y a des matières à favoriser pour avoir cette démarche un peu plus équitable, justement? Exactement. Déjà sortir du coton classique et favoriser un coton issu de l'agriculture biologique. Ça, c'est indéniable, c'est très important. La fibre de bambou également, le chanvre, le lin, la laine recyclée, les fibres d'origine végétale et aussi les matières recyclées. D'ailleurs, parce que je trouve que c'est une pièce, mais qui est chouette comme tout. C'est la boutique en fait Crazy République de Rennes qui nous a prêté cet impair un peu esprit ciré. Et c'est fait à partir de bouteilles plastiques. Donc on a une coupe qui va être super sympa dans une couleur, voilà, un beau rose bonbon. La matière, rose barbe à papa. Voilà, exactement, rose barbe à papa. La matière est très agréable et effectivement là on va pouvoir avoir justement toute la composition 100% en bouteille recyclée. Voilà, exactement. Et je trouve ça génial. C'est chouette. Voilà, autant pour la planète que pour nous. C'est super. Alors justement, puisque vous parliez de marques, quelles sont les marques qu'on peut privilégier et comment les repérer? Parce que c'est quand même la jungle, quoi. C'est pas facile. Oui, c'est pas simple. Et c'est encore considéré un peu comme cher et un peu classique en termes de mode. Donc j'ai eu envie de vous présenter différentes marques, en tous les cas 2, pour vous permettre d'y voir un peu plus clair aussi. Rien de tel qu'Internet pour dénicher des petites marques sympas. Et puis après, il y a des marques plus connues, notamment pour les chaussures, parce que c'est pas toujours facile de trouver ça pour se chausser. La marque Veja, en fait, qui
qui est plus dans la basket, de la fabrication de la basket, avec un faible impact sur tout simplement chaque étape de la production. Tout y est positif. Et donc, c'est assez coloré. Il y a un graphisme pour cet été, je trouve, qui est super. Et la seconde, donc là, on va parler vêtements, ça va être plus la marque Ekiog. Alors, est-ce que vous connaissez Ekiog déjà? Oui. Oui. Je suis contente parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais la marque Ekiog, en fait, c'est une marque qui est rennaise et ils proposent des vêtements donc au quotidien depuis un bon moment. Et ils vont plutôt proposer des vêtements éthiques, durables, etc. Et avec des couleurs toujours très sympas, notamment sur ce pull, cette maille en fait, tout simplement, avec ce joli foulard dans une très belle couleur. Ça va très bien ensemble. C'est le bleu France 3. Faudra le mettre la prochaine fois, je pense aussi. Mais voilà, une jolie maille qu'on peut associer avec ce pantalon à pont, donc une matière de jean, avec tous ces petits détails. Très beaux imprimés également sur ce genre de tunique ou cette petite robe qui est déclinée aussi sur une jupe et en top. Je trouve ça sympa. Voilà. Ce superbe bomber, forcément, que je porte sur moi également, qui est très sympa. Et puis après, on peut l'associer justement avec des petits tops unis. Mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours un détail qui est très joli chez Ekiog. Et également, ils ont tout simplement une collection de jeans qui est vraiment parfaite de A à Z en termes d'environnement, de fabrication. Tout y est vraiment nickel et soft, sobre. Parfait, Justine. Alors, pour les identifier, une dernière petite astuce quand même, on peut s'y retrouver avec des labels? Exactement, c'est grâce aux labels justement qu'on va réussir à identifier la qualité tout simplement du vêtement. Donc il y a plusieurs labels qui vont être importants. Le premier, ça va être le label GOTS. Ensuite, vous avez Max Havelaar. En général, on connaît aussi ce label-là. Ouais. Et puis, vous avez aussi Artisan du Monde et Écolabel européen, qui va être très bien pour justement nous permettre d'identifier tout ça et nous aider à y voir plus clair. Un cahier des charges établi avec des critères assez précis. Exactement. Précis. Voilà, c'est vraiment l'idée. On achète moins, mais mieux, et surtout avec des vêtements qui ont du sens. Parfait, écoutez, avec ça, on peut quand même rester habillé du coup. Ça va. C'est bien. Tout le monde sera content. Merci. Tu es content, Clo-Clo? Oui, regardez-moi ça. Il aime bien. Je suis contente. Oui. Allez, oui, je pense. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. En vue d'une prochaine émission, on attend vos réactions sur le thème des acariens, ces petites bêtes cachées dans la poussière. Alors, si vous êtes allergique aux acariens, quelle solution avez-vous trouvé? Eh bien, contactez-nous au numéro qui s'affiche ou bien sur notre adresse mail bretagne@ensemblec'estmieux.fr ou bien encore sur la page Facebook Ensemble c'est mieux sur France 3. Voilà, on vous remercie infiniment d'avoir été à nos côtés pendant cette petite heure. On se retrouve demain, jeudi, autour du thème principal des contraventions. Et oui, nous parlerons aussi des oiseaux, des jardins et des assises nationales de la citoyenneté où le vivre ensemble est mis à l'honneur. Voilà, très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, place à votre journal régional. Kenavo.